Voici la suite de Histoire Sakalava, mais ces informations locales restaient négligées, cette richesse même restait méconnue. Dans les volumineux dossiers que les militaires français établirent en vue de la conquête de l'île, nous n'avons trouvé, en tout et pour tout, que ces quelques lignes concernant les régions Sakalava, mis à part, bien entendu, la région de Majunga, ce port ayant de longue date été l'objet de toute l'attention de l'état-major, en vue d'un éventuel débarquement. Elles sont d'une indigence significative, exposées au vent desséchant de l'Afrique. La côte ouest est relativement aride, du cap Dzingre jusqu'à la baie de Passandava. Viennent mourir des montages abrupts et boisés, superposés les unes aux autres et, dans son ensemble, le pays offre peu de ressources. Plus au sud, les rochers s'éloignent bien de la côte, mais, là aussi, le sol est peu fertile, et ce n'est guère que le long des cours d'eau que l'on rencontre des habitants. Ceux-ci se livrent presque exclusivement à l'élevage des béufs. Il faut dire que cet isolement prend racine dans un passé dont nous devons ici de faire brièvement le rappel. L'expansion Sakalava et l'expansion du mercantilisme s'appuient mutuellement. Le nord-ouest de l'île, longtemps avant l'avènement du mercantilisme européen, participait déjà au commerce international par l'intermédiaire des Arabes, dont certains étaient bien installés et seuls installés dans la place. Intégrés dans l'organisation sociopolitique locale, connaissant les coutumes et les us du pays, dont ils parlaient bien entendu la langue, et en contact continu avec d'autres commerçants arabes établis dans les comptoirs importants qui jalonnaient la côte orientale africaine. Ces marchands préfiguraient ce que devait devenir, pour toute la côte ouest de Madagascar, de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'aujourd'hui, les commerçants originaires du continent indien astérisque, à ceci près qu'alors, ces Arabes détenaient le contrôle de l'océan Indien et le monopole des échanges extérieurs de cette zone. Au tout début du XXe siècle, les navigateurs portugais, à la recherche des produits de traite, esclaves, métaux et bois précieux, épices, découvrirent l'île Saint-Laurent, nom qu'ils donnèrent à Madagascar, notamment par sa côte nord-ouest. Le contrôle exercé sur le commerce par les marchands arabes heurtant évidemment leurs intérêts, ils tentèrent de confisquer à leur profit ce monopole, par le pillage et la mise à sac des comptoirs islamisés. Sans pouvoir totalement mettre fin à tout commerce arabe, ils parvinrent cependant à supplanter ces marchands dans leurs relations avec les principaux chefs locaux, sur toute l'étendue de la côte nord-ouest, mais guère au-delà, probablement, du cap Saint-André. Tandis que les Portugais domineront ainsi dans le nord-ouest de l'île jusqu'au milieu du XXe siècle. La côte sud-ouest s'ouvrait aux échanges, la baie de Saint-Augustin devint un port commercial, surtout fréquenté par les vaisseaux hollandais. Cependant, du Mangoki au Betsiboka, il n'existait encore aucun point d'accostage dont des transactions suffisamment importantes auraient pu nous faire connaître le. La situation changera quelque peu vers le milieu du XXe siècle. En Europe, l'Angleterre et la France prennent, au plan économique, le relais de la Hollande, et surtout du Portugal, déclinant. C'est l'époque triomphante du mercantilisme, les grandes compagnies sont créées, les territoires susceptibles d'accueillir le commerce sont systématiquement prospectés. C'est à ce moment que, sur la côte ouest de Madagascar, se constitue le royaume du Menab, avec, à sa tête, un chef Andrian Daifotsi assez puissant pour pouvoir fournir régulièrement d'esclaves les traitants. Dès lors, mais dès lors seulement, la baie de Lovob, Morondava, devint un port assez fréquenté, que les bâtiments touchaient de visites régulières. Par suite de la conjoncture de ces deux phénomènes, l'expansion mercantiliste et l'expansion marozrania pour les deux parties, il devenait possible de passer des accords durables, garantissant la sécurité des transactions. La traite pouvait se développer sur une échelle beaucoup plus considérable. Les navigateurs n'hésiteront d'ailleurs pas à faire le coup de feu aux côtés des chefs Sakalava, pour que soit mieux alimentée la source de leur profit. Les capitaines, lui ayant demandé s'il avait des esclaves à vendre, il répondit qu'il n'en avait pas beaucoup, mais que, s'il lui donnait quelques-uns de leurs gens pour les accompagner à la guerre, il leur en fournirait autant que leurs navires pourraient prendre. Simato, après avoir fourni aux deux navires tous les vivres dont ils avaient besoin, partit en guerre, accompagné de vin blanc. Avec leur aide, il s'empara d'une grande ville où il fit de nombreux prisonniers, parmi lesquels les capitaines eurent l'autorisation de prendre ceux qu'ils voulurent, sans en payer, mais à la condition que leurs hommes l'accompagneraient dans une seconde expédition, ce qui fit effet. Il en revint avec plusieurs milliers d'esclaves et de grands troupeaux de béufs. Les capitaines des deux navires choisirent environ 6000 esclaves qui, avec une abondance de vivres pour leur traversée, ne leur coûtèrent que 2 ou 3 barils de poudre et quelques fusils. Le roi leur proposa de lui laisser ses 20 hommes, promettant de leur fournir pour rien à leur prochain voyage toute une nouvelle cargaison d'esclaves. Ces hommes ne demandant pas mieux que de rester à terre, les navires les y laissèrent et partirent. Quand ils revinrent l'année suivante, ils reçurent leur pleine cargaison,
conformément à la Convention. Le déclin de la traite et la montée de la royauté Merina établissent l'infériorité Sakalava. Mais, pour la côte ouest, c'est cette seule période, s'étendant de la fin du XVIe siècle à fin du XVIe qui constituera tout à la fois le début, l'apogée et le déclin des relations commerciales avec l'étranger. Et encore faut-il remarquer, comme le fait justement Jean Lombard, que, au moment de la colonisation des îles de l'Amérique, les Européens ont négligé la côte malgache et l'abandonné aux pirates qui fillaient l'océan Atlantique. Le commerce reprend à partir de 1724, avec l'élimination de la piraterie dans l'océan Indien et le renforcement des échanges avec l'île Bourbon, terre de colonisation, qui porte sur 3 termes principaux, esclaves, béuférie, de plus le commerce des esclaves pour les Antilles, le Brésil et les Indes se renforce. Or, vers la fin du XVIe siècle, alors que la baie de Saint-Augustin demeure relativement fréquentée et, surtout, que le royaume du Boana, au nord-ouest, demeure apte à fournir les traitants en esclaves, le royaume du Menab, nous verrons plus tard pourquoi, devient incapable de répondre aux exigences d'un commerce de traite important et continu, devient même importateur d'esclaves les Makoas, qui l'échangent contre des béufs auprès de marchands arabes assurant la liaison avec la côte orientale d'Afrique.